Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire qui défie toutes les prédictions des experts occidentaux. Pendant que le monde entier regardait ailleurs, Ibrahim Traoré vient de réaliser l'impossible, signer un contrat de 90 millions de dollars avec la Chine pour transformer complètement le Burkina Faso, sans contracter la moindre dette, sans l'aide du FMI, sans l'approbation de Paris ou de Washington. 1000 autobus flambant neufs qui roulent désormais sur les routes burkinabées, financés intégralement par les ressources nationales. Comment un des pays les plus pauvres du monde a-t-il réussi cet exploit que personne ne croyait possible? Comment Ibrahim Traoré a-t-il converti l'or et le coton en mobilité, en emploi, en souveraineté? Restez avec nous car cette histoire va vous surprendre. Et n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos analyses sur l'Afrique qui se réinvente. C'est parti! Dans les corridors feutrés des chancelleries occidentales, personne n'y croyait vraiment. Comment un pays classé parmi les 10 plus pauvres au monde selon les critères de la Banque mondiale pourrait-il mobiliser 90 millions de dollars sans contracter la moindre dette extérieure, sans signature paraphée à Paris ou à Washington, sans les conditionnalités habituelles qui accompagnent chaque grand projet africain? Pourtant, contre toute attente et défiant les prévisions des experts internationaux, Ibrahim Traoré a réussi l'impensable. Il a transformé les ressources naturelles du Burkina Faso, cet or qui dort dans les entrailles du sol sahélien et ce coton qui pousse sous le soleil implacable, en un projet concret, mesurable, tangible. Ce n'était pas une promesse électorale destinée à séduire les foules, ni un discours creux prononcé devant les caméras. C'était une équation économique rigoureuse, appliquée avec la précision d'un ingénieur et l'obstination d'un homme qui refuse de voir son pays continuer à mendier sa dignité. Le contrat signé avec la Chine représentait bien plus qu'une simple transaction commerciale, c'était l'affirmation qu'un État africain pouvait négocier d'égal à égal, sans intermédiaire parasite. La négociation elle-même fut menée dans une discrétion absolue, loin des projecteurs médiatiques et des commentaires empressés des observateurs habituels. Ibrahim Traoré avait compris une leçon fondamentale que beaucoup de dirigeants africains semblent avoir oubliée: celui qui annonce ses plans avant leur exécution offre à ses adversaires le temps de les saboter. Pendant des mois, une équipe restreinte de technocrates burkinabés, d'économistes formés aux réalités du terrain et de juristes spécialisés dans les contrats internationaux a travaillé dans l'ombre. Ils ont épluché chaque clause, vérifié chaque chiffre, anticipé chaque piège potentiel. La Chine, de son côté, avait ses propres intérêts stratégiques en Afrique de l'Ouest, mais cette fois, la donne était différente. Le Burkina Faso ne venait pas en suppliant, chapeau à la main, implorant une aide conditionnée. Il venait avec une proposition claire, un paiement intégral garanti par des ressources existantes, une vision à long terme qui incluait le transfert de technologie et la formation de personnel local. Cette approche pragmatique, dénuée de rhétorique idéologique superflue, a séduit les partenaires chinois qui y ont vu une opportunité de démontrer que la coopération Sud-Sud pouvait fonctionner autrement. Le montant de 90 millions de dollars représentait une somme astronomique pour un pays dont le budget national entier avoisine les 3 milliards de dollars annuels. Pourtant, cette somme n'a pas été empruntée, elle n'a pas été mendiée auprès du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale, elle n'a pas été conditionnée par des réformes structurelles imposées de l'extérieur. Elle provenait directement des caisses de l'État burkinabé, alimentées par une gestion rigoureuse des revenus miniers et agricoles. Pendant des années, ces revenus avaient été détournés, gaspillés, ou simplement évaporés dans les méandres d'une bureaucratie corrompue. Ibrahim Traoré a mis fin à cette hémorragie financière avec une brutalité administrative qui a choqué les bénéficiaires habituels du système. Les contrats miniers ont été renégociés pour que l'État récupère une part plus importante des profits. Les exportations de coton, longtemps sous-évaluées et vendues à des prix dérisoires aux intermédiaires occidentaux, ont été restructurées pour maximiser les revenus nationaux. Chaque dollar ainsi récupéré a été soigneusement comptabilisé, audité et affecté à ce projet phare qui devait prouver au monde entier qu'un autre modèle de développement était possible. La Chine, souvent accusée en Occident de néocolonialisme économique et de diplomatie prédatrice, a paradoxalement offert au Burkina Faso ce que les anciennes puissances coloniales n'ont jamais consenti: une relation commerciale sans ingérence politique explicite. Bien sûr, Pékin avait ses calculs géostratégiques, son désir d'étendre son influence dans une région où la France perdait progressivement son ascendant historique, mais la forme du partenariat différait radicalement des schémas habituels. Il n'y avait pas de troupes chinoises stationnées sur le territoire burkinabé sous prétexte de lutte antiterroriste, pas de conseillers militaires imposant leur vision tactique, pas de base permanente camouflée en centre de coopération. Ce qu'il y avait, en revanche, c'était un contrat commercial clair stipulant la livraison de 1000 autobus neufs, le transfert progressif de compétences techniques et la construction future d'une usine d'assemblage sur le sol burkinabé. Cette dernière clause, souvent négligée dans les analyses superficielles du projet, représentait pourtant la véritable révolution.
Le Burkina Faso ne se contentait pas d'acheter des bus, il achetait la capacité future de les produire lui-même, brisant ainsi le cycle infernal de la dépendance technologique qui maintient l'Afrique dans un état de minorité industrielle perpétuelle. Les détracteurs du projet, particulièrement nombreux dans les médias occidentaux et parmi certains intellectuels africains formés dans les universités européennes, ont immédiatement crié au piège chinois. Selon eux, ce contrat cachait forcément des clauses secrètes, des engagements implicites qui livreraient progressivement le Burkina Faso à l'influence de Pékin. Certains ont évoqué le précédent sri-lankais, où l'incapacité à rembourser une dette chinoise avait conduit à la cession d'un port stratégique pour 99 ans. D'autres ont rappelé les difficultés rencontrées par plusieurs pays africains endettés auprès de créanciers chinois. Ces arguments, bien que recevables dans certains contextes, ignoraient une différence fondamentale. Le Burkina Faso n'avait contracté aucune dette. Le paiement était intégral, immédiat, effectué en monnaie locale convertie selon les taux de change officiels. La Cour des comptes burkinabé, institution judiciaire indépendante chargée de vérifier la régularité des dépenses publiques, a publié un rapport détaillé confirmant l'absence totale d'irrégularité financière. Le Parlement, malgré la présence d'une opposition politique parfois virulente, a validé le contrat après plusieurs semaines d'examen minutieux. Cette transparence inhabituelle dans un continent où l'opacité budgétaire reste la norme a déstabilisé les critiques habituelles qui se sont retrouvées désarmées face aux faits. L'impact symbolique de ce contrat dépasse largement les frontières du Burkina Faso et résonne dans tout le continent africain comme une démonstration pratique qu'une autre voie est possible. À Dakar, à Abidjan, à Kinshasa, à Nairobi, des mouvements de jeunesse, des syndicats d'enseignants, des associations d'étudiants ont commencé à citer l'exemple burkinabé dans leurs revendications. Ils ne parlaient plus seulement de panafricanisme théorique ou de souveraineté comme concept abstrait, ils pointaient du doigt des bus qui roulent effectivement sur des routes africaines, payés par des ressources africaines, conduits par des chauffeurs africains, transportant des passagers africains vers des destinations africaines. Cette matérialité concrète du projet a transformé le discours politique continental. Les gouvernements qui, pendant des décennies, avaient justifié leur incapacité à fournir des services publics de qualité par le manque de moyens financiers se trouvaient soudainement confrontés à une question embarrassante. Si le Burkina Faso, l'un des pays les plus pauvres et les plus instables de la région, peut financer un tel projet, pourquoi pas nous? Cette interrogation légitime a commencé à circuler dans les cafés, les universités, les marchés, les lieux de culte, créant une pression populaire croissante sur des dirigeants habitués à gouverner sans rendre de comptes tangibles. La relation entre la Chine et l'Afrique, sujet de débats passionnés et souvent polarisés, trouve dans ce projet burkinabé un exemple qui défie les catégorisations simplistes. Il ne s'agit ni d'un Eldorado de coopération sud-sud idéalisé, ni d'une répétition mécanique des schémas coloniaux avec un nouvel acteur. C'est quelque chose de plus nuancé, de plus complexe, qui mériterait une analyse dépourvue d'a priori idéologique. La Chine a fourni les autobus, certes, mais à un prix négocié sans les marges exorbitantes habituellement prélevées par les intermédiaires occidentaux qui s'enrichissent sur le dos des projets de développement africains. Les véhicules livrés n'étaient pas des rebuts de seconde main ou des modèles obsolètes dont personne ne voulait ailleurs, c'étaient des autobus neufs, climatisés, conformes aux normes internationales de sécurité et de confort. Cette qualité des équipements fournis a surpris même les observateurs les plus cyniques qui s'attendaient à voir débarquer des carcasses rouillées vendues au prix de l'or. Plus important encore, le contrat incluait des formations techniques dispensées par des ingénieurs chinois aux mécaniciens burkinabés, garantissant une autonomie progressive dans la maintenance et l'entretien de la flotte. Ce transfert de compétences, souvent promis mais rarement honoré dans les projets de coopération internationale, était explicitement inscrit dans les clauses contractuelles avec des pénalités financières en cas de non-respect. Ibrahim Traoré, dans sa communication sobre et dénuée d'emphase excessive, a toujours présenté ce contrat non comme une fin en soi, mais comme le premier maillon d'une chaîne d'indépendance économique qu'il entend construire méthodiquement. Son discours lors de la signature officielle, prononcé devant un parterre de dignitaires africains et d'observateurs internationaux, est resté gravé dans les mémoires pour sa clarté brutale. Il a affirmé que la souveraineté d'une nation ne se mesure pas au nombre de discours prononcés lors des sommets internationaux, mais à sa capacité concrète à fournir des services essentiels à sa population sans dépendre du bon vouloir de puissances extérieures. Cette phrase, qui pourrait sembler banale ou évidente, représentait en réalité une rupture philosophique profonde avec des décennies de gouvernance africaine postcoloniale caractérisée par l'assistanat chronique et l'acceptation résignée de la tutelle étrangère. En signant ce contrat avec la Chine, Traoré ne cherchait pas à remplacer une dépendance occidentale par une dépendance orientale, mais à démontrer qu'un État africain doté d'une volonté politique suffisante et d'une gestion rigoureuse de ses ressources pouvait s'émanciper progressivement de toute forme de dépendance structurelle. Les économistes formés dans les grandes universités occidentales ont toujours une explication toute prête pour expliquer pourquoi tel ou tel projet de développement africain est condamné à l'échec avant même d'avoir commencé. Leur modèle mathématique sophistiqué,
Leurs courbes prévisionnelles et leurs analyses de risque concluent invariablement que sans injection massive de capitaux extérieurs, sans l'accompagnement technique des institutions financières internationales, sans les garanties des banques occidentales, aucune transformation structurelle majeure n'est possible dans les pays du Sahel. Ces experts, confortablement installés dans leurs bureaux climatisés de Washington ou de Bruxelles, dissertent savamment sur les ratios dette-PIB, les taux de croissance potentiels, les coefficients de Gini et autres indicateurs abstraits qui sont censés capturer la réalité complexe des sociétés africaines. Pourtant, face au projet des 1000 autobus burkinabés, leurs modèles se sont révélés incapables de prédire ce qui s'est effectivement produit. Car ce qui s'est passé au Burkina Faso relève moins de la magie économique que d'une logique implacable que ces experts ont oublié d'intégrer dans leurs équations. La volonté politique réelle, celle qui n'existe que lorsqu'un dirigeant accepte de contrarier des intérêts puissants pour servir l'intérêt collectif. Le financement du projet reposait sur une restructuration radicale des flux de revenus issus de l'exploitation minière et agricole du pays. Pendant des décennies, leur extrait du sous-sol burkinabé suivait un circuit bien établi. Les compagnies minières, majoritairement étrangères, extrayaient le minerai, le vendaient sur les marchés internationaux, déclaraient des profits minimaux grâce à des montages fiscaux sophistiqués et reversaient à l'État burkinabé une part dérisoire des bénéfices réels. Ce système, parfaitement légal selon les contrats signés par les gouvernements précédents sous la pression des institutions financières internationales, permettait un transfert massif et continu de richesses du Burkina Faso vers des paradis fiscaux et des actionnaires lointains. Ibrahim Traoré, dès son arrivée au pouvoir, a identifié cette hémorragie financière comme l'une des causes principales de la pauvreté chronique du pays. Il a lancé un audit exhaustif de tous les contrats miniers en vigueur, mobilisant des experts nationaux et quelques rares consultants internationaux dont l'indépendance était avérée. Les résultats de cet audit ont confirmé ce que beaucoup soupçonnaient, le Burkina Faso était systématiquement volé, de manière légale certes, mais volé néanmoins. La renégociation de ces contrats miniers a constitué un bras de fer économique et politique d'une intensité rare. Les compagnies concernées, soutenues par leur gouvernement d'origine et par les habituels relais d'influence dans les organisations internationales, ont multiplié les pressions. Menaces de poursuites judiciaires devant des tribunaux arbitraux internationaux, campagnes médiatiques dénonçant l'insécurité juridique au Burkina Faso, avertissements solennels sur les conséquences désastreuses que ces renégociations auraient sur l'attractivité du pays pour les investissements futurs. Ces tactiques d'intimidation, éprouvées et généralement efficaces face à des gouvernements africains fragilisés, se sont heurtées cette fois à une détermination imprévue. Ibrahim Traoré n'a pas cédé d'un pouce. Il a fait valoir un argument simple mais juridiquement solide. Les contrats initiaux avaient été signés dans des conditions où l'État burkinabé n'avait pas eu accès à toutes les informations pertinentes concernant la rentabilité réelle des gisements exploités. Cette asymétrie informationnelle, reconnue en droit international comme un vice de consentement, justifiait une renégociation équitable. Après des mois de tractations tendues, ponctuées de menaces et de contre-menaces, un nouveau cadre contractuel a été établi. La part de l'État dans les revenus miniers est passée de 15% à 40%, un taux encore loin des standards de certains pays développés possédant des ressources minérales, mais représentant néanmoins un triplement des revenus publics issus de ce secteur. Parallèlement à cette renégociation minière, le gouvernement a également revu les mécanismes d'exportation du coton, l'autre grande richesse agricole du Burkina Faso. Pendant longtemps, le coton burkinabé, réputé pour sa qualité exceptionnelle, était vendu à des prix bien inférieurs à sa valeur réelle sur les marchés internationaux. Des intermédiaires, souvent liés aux anciennes puissances coloniales, captaient l'essentiel de la valeur ajoutée en contrôlant les circuits de commercialisation. Les producteurs locaux, organisés en coopératives aux moyens limités, n'avaient ni les informations sur les cours mondiaux réels, ni les capacités logistiques pour négocier directement avec les acheteurs finaux. L'État burkinabé, censé jouer un rôle de régulateur et de protecteur des intérêts nationaux, avait largement failli à cette mission sous les gouvernements précédents. Ibrahim Traoré a créé une agence nationale de commercialisation du coton, dotée de moyens conséquents et dirigée par des professionnels compétents. Cette agence a établi des contacts directs avec des acheteurs asiatiques et moyen-orientaux, court-circuitant les intermédiaires traditionnels. Les premiers contrats signés dans ce nouveau cadre ont permis d'augmenter de 30% les revenus des producteurs et de dégager des marges significatives pour l'État. Ces gains, loin d'être théoriques, se sont matérialisés dans les comptes publics en quelques mois seulement. Les 90 millions de dollars nécessaires à l'achat des 1000 autobus ont ainsi été constitués progressivement, dollar après dollar, par l'accumulation de ces revenus reconquis sur l'exploitation minière et agricole. Ce processus d'accumulation, étalé sur environ 18 mois, a nécessité une discipline budgétaire remarquable. Pendant cette période, l'État burkinabé a dû résister à de nombreuses pressions pour utiliser ces fonds nouvellement disponibles à d'autres fins, toutes légitimes par ailleurs. Des fonctionnaires réclamaient des augmentations salariales longtemps promises, des régions entières demandaient des investissements dans les infrastructures de base, des secteurs sociaux criaient à l'urgence sanitaire ou éducative.
Ibrahim Traoré a tenu bon, expliquant inlassablement que ces fonds étaient affectés à un projet stratégique qui, une fois réalisé, générerait des retombées économiques bénéficiant à tous. Cette capacité à maintenir un cap malgré les turbulences politiques immédiates distingue les véritables hommes d'État des simples gestionnaires du quotidien. Le choix du transport public comme secteur prioritaire n'était pas arbitraire. Des études menées par des économistes burkinabés avaient démontré que l'inefficacité du système de transport constituait un frein majeur au développement économique du pays, augmentant artificiellement les coûts de production, limitant la mobilité de la main-d'œuvre, réduisant l'accès aux services publics essentiels comme l'éducation et la santé. Le mode de paiement retenu pour le contrat avec les fournisseurs chinois mérite également une attention particulière, car il illustre une sophistication financière que l'on prête rarement aux gouvernements africains. Plutôt que de régler l'intégralité de la somme en devises étrangères, ce qui aurait exercé une pression insoutenable sur les réserves de change limitées du pays, le gouvernement burkinabé a négocié un paiement mixte. Une partie significative, environ 60% du montant total, a été réglée en francs CFA, la monnaie locale. Les fournisseurs chinois ont accepté cette modalité car ils avaient identifié des opportunités d'investissement au Burkina Faso et dans la région sahélienne où ces francs CFA pouvaient être utilement réinvestis. Cette flexibilité monétaire, inhabituelle dans les grandes transactions internationales généralement libellées en dollars américains ou en euros, a permis de préserver les précieuses réserves de change du pays tout en honorant les engagements contractuels. Les 40% restants ont été payés en or physique, extraits des mines nationales et livrés directement aux partenaires chinois selon des modalités négociées bilatéralement. Cette créativité dans les arrangements financiers démontre que lorsque la volonté politique existe, des solutions innovantes peuvent être trouvées aux contraintes qui paraissent initialement insurmontables. La transparence entourant l'ensemble de ce processus financier a constitué une rupture majeure avec les pratiques opaques habituellement associées aux grands projets d'infrastructure en Afrique. Chaque trimestre, le ministère des Finances burkinabé publiait un rapport détaillé sur l'avancement du projet, incluant les montants dépensés, les sources de financement mobilisées, les contrats signés, les paiements effectués. Ces rapports, rendus publics et accessibles à tout citoyen via le site internet du gouvernement, ont été scrutés avec attention par la société civile burkinabé, par les médias indépendants, par les organisations non gouvernementales spécialisées dans la surveillance de l'action publique. Cette transparence n'était pas un luxe démocratique ou une concession aux pressions internationales, c'était un choix stratégique délibéré visant à construire la confiance entre l'État et la population. Ibrahim Traoré avait compris qu'un projet de cette ampleur ne pouvait réussir durablement sans l'adhésion populaire, et que cette adhésion ne pouvait être obtenue que par la démonstration continue d'une gestion rigoureuse et honnête des fonds publics. Les quelques irrégularités mineures détectées lors des audits réguliers ont été immédiatement corrigées, les responsables sanctionnés, les procédures améliorées, renforçant ainsi la crédibilité globale du processus. L'efficacité administrative déployée dans l'exécution de ce projet a également surpris les observateurs habitués à la lenteur bureaucratique caractéristique des administrations africaines. Un comité interministériel spécialement créé pour piloter le projet réunissait chaque semaine les responsables des différents ministères concernés, transport, finances, commerce, industrie, aménagement du territoire. Ce comité disposait d'un pouvoir décisionnel réel et ne se contentait pas de produire des comptes rendus verbeux destinés à moisir dans des tiroirs. Les décisions prises lors des réunions hebdomadaires étaient immédiatement traduites en instructions opérationnelles, en ordres de mission, en signature de contrat. Les lourdeurs administratives habituelles, les redondances bureaucratiques, les validations superflues qui paralysent ordinairement l'action publique ont été impitoyablement éliminées. Cette rationalisation du processus décisionnel, inspirée de méthodes de gestion d'entreprise adaptées au contexte public, a permis de respecter des délais qui semblaient initialement irréalistes. Quand les premiers autobus sont arrivés à Ouagadougou, ils avaient 2 semaines d'avance sur le calendrier prévisionnel, un exploit administratif sans précédent dans l'histoire récente du pays. Au-delà de l'acquisition immédiate des 1000 autobus, le véritable coup de maître stratégique d'Ibrahim Traoré résidait dans les clauses du contrat concernant le transfert de technologie et l'installation future d'une usine d'assemblage sur le territoire burkinabé. Cette dimension du projet, longtemps restée confidentielle pour des raisons de négociation commerciale et de sécurité stratégique, a été révélée quelques semaines après la livraison des premiers véhicules. L'annonce a provoqué un choc dans les milieux économiques africains et internationaux, car elle signifiait que le Burkina Faso n'envisageait pas simplement d'acheter des autobus pour quelques années, mais de se doter progressivement de la capacité industrielle de les produire lui-même. Cette ambition, qui aurait semblé démesurée il y a encore peu de temps pour un pays dépourvu de traditions industrielles significatives, s'inscrivait dans une vision à long terme visant à transformer structurellement l'économie nationale. L'Afrique, depuis les indépendances, reste prisonnière d'un modèle économique colonial exportant des matières premières brutes et important des produits finis, perpétuant ainsi une dépendance technologique et financière qui étouffe tout développement autocentré.
Ibrahim Traoré entendait briser ce cercle vicieux en introduisant progressivement des capacités de production industrielle, en commençant par un secteur stratégique comme le transport public. Le transfert de technologie, concept souvent galvaudé dans les accords de coopération internationale où il se réduit généralement à quelques formations superficielles, prenait ici une dimension concrète et vérifiable. Le contrat stipulait explicitement que des ingénieurs chinois spécialisés dans la fabrication d'autobus seraient détachés au Burkina Faso pour une durée minimale de 3 ans. Leur mission ne se limitait pas à superviser la maintenance des véhicules déjà livrés, mais incluait la formation approfondie d'une génération de techniciens et d'ingénieurs burkinabés aux techniques de fabrication, d'assemblage, de contrôle qualité et de gestion de production industrielle. Des centres de formation professionnelle spécialisés ont été créés dans 3 villes du pays, équipés d'ateliers modernes dotés de machines-outils et d'équipements pédagogiques fournis dans le cadre du contrat. Les premiers contingents d'étudiants, sélectionnés sur des critères académiques stricts parmi les meilleurs élèves des écoles techniques nationales, ont commencé leur formation dès l'arrivée des premiers autobus. Le programme pédagogique, élaboré conjointement par des experts chinois et burkinabés, alternait cours théoriques et travaux pratiques sur des véhicules réels, garantissant une formation opérationnelle immédiatement applicable. L'usine d'assemblage, dont la construction a débuté sur un terrain de 15 hectares situé dans la périphérie industrielle de Ouagadougou, représentait un investissement supplémentaire de 30 millions de dollars répartis entre le gouvernement burkinabé et ses partenaires chinois selon une formule de coentreprise. Cette structure juridique, négociée avec soin pour éviter les écueils habituels des joint ventures où le partenaire étranger finit par contrôler l'essentiel du capital et des décisions stratégiques, garantissait au Burkina Faso une participation majoritaire de 51%. Les partenaires chinois apportaient les équipements industriels, l'expertise technique et l'accès au réseau de fournisseurs de composants, tandis que le Burkina Faso apportait le terrain, les infrastructures de base, la main-d'œuvre locale et l'accès au marché régional ouest-africain. L'objectif affiché était de produire localement, dans un premier temps, environ 250 autobus par an, un chiffre modeste à l'échelle industrielle mondiale mais considérable pour un pays qui n'avait jamais fabriqué le moindre véhicule motorisé. Ces autobus assemblés localement seraient destinés au marché national pour remplacer progressivement les véhicules vieillissants, mais aussi à l'exportation vers les pays voisins de la région sahélienne, créant ainsi une industrie génératrice de devises plutôt que consommatrice. La localisation de cette usine au Burkina Faso plutôt que dans des pays voisins disposant d'infrastructures plus développées comme le Ghana ou la Côte d'Ivoire découlait d'un calcul stratégique précis. Ibrahim Traoré voulait démontrer que même un pays enclavé, dépourvu d'accès direct à la mer et confronté à d'importants défis sécuritaires, pouvait accueillir une industrie moderne sous réserve que les conditions politiques et administratives adéquates soient réunies. Cette démonstration visait à modifier la perception internationale du Burkina Faso, trop souvent réduit dans les médias occidentaux à une zone de conflit et de pauvreté chronique. L'usine devait devenir une vitrine de modernité industrielle, un signal envoyé aux investisseurs potentiels que le pays était ouvert aux affaires et capable d'offrir un environnement stable pour des projets à long terme. Les premières excavations sur le site de construction ont été suivies avec une attention passionnée par la population locale, qui voyait s'élever progressivement les structures métalliques de ce qui deviendrait le plus grand site industriel jamais construit dans le pays. Chaque étape de la construction était largement médiatisée, photographiée, commentée, transformant ce chantier en symbole national d'une renaissance industrielle tant espérée. La question cruciale de l'approvisionnement en composants pour cette future usine avait été anticipée avec soin lors des négociations contractuelles. Un autobus moderne est un assemblage complexe nécessitant des milliers de pièces différentes, des moteurs aux systèmes électroniques en passant par les sièges, les vitres, les pneus et la carrosserie. Produire localement l'intégralité de ces composants aurait exigé des investissements colossaux et une expertise technique que le Burkina Faso ne possédait pas. Le modèle retenu était donc celui d'un assemblage progressif avec un taux d'intégration locale croissant au fil des années. Dans un premier temps, l'essentiel des composants serait importé de Chine sous forme de kits complets prêts à assembler, l'usine burkinabé se contentant de l'assemblage final. Cette phase, prévue pour durer environ 2 ans, permettrait aux techniciens locaux de maîtriser les processus d'assemblage et de contrôle qualité. Progressivement, certains composants moins technologiques comme les sièges, les éléments de carrosserie, les circuits électriques simples, commenceraient à être fabriqués localement par des sous-traitants burkinabés qui seraient formés et certifiés pour répondre aux standards de qualité requis. Au bout de 5 ans, l'objectif était d'atteindre un taux d'intégration locale de 40%, un seuil à partir duquel l'usine pourrait légitimement revendiquer une véritable production nationale et non plus un simple assemblage de pièces importées. Les retombées économiques anticipées de cette industrialisation naissante dépassaient largement le seul secteur du transport. L'existence d'une usine d'assemblage d'autobus créerait une demande pour toute une chaîne de sous-traitants locaux dans des domaines variés, métallurgie légère, plasturgie, électronique de base, textile technique pour les sièges, peintures industrielles, systèmes hydrauliques.
Chacun de ces segments représentait une opportunité pour des entrepreneurs burkinabés de créer des petites et moyennes entreprises spécialisées, générant ainsi des emplois qualifiés et des revenus distribués localement plutôt que captés par des importateurs. Le gouvernement avait d'ailleurs mis en place un programme d'accompagnement spécifique pour identifier et former les entrepreneurs potentiels capables de répondre aux exigences techniques de ces marchés. Des lignes de crédit préférentielles, garanties par l'État, étaient proposées aux porteurs de projets sérieux dans ces filières industrielles connexes. Cette vision écosystémique du développement industriel, où une industrie d'ancrage génère progressivement tout un tissu de PME satellites, s'inspirait des modèles asiatiques qui ont permis à des pays comme la Corée du Sud ou la Malaisie de passer en quelques décennies du statut de pays pauvre à celui de puissance industrielle moyenne. La formation des ressources humaines constituait le pilier fondamental de cette stratégie d'industrialisation. Sans techniciens compétents, sans ingénieurs maîtrisant les processus de production, sans gestionnaires capables de piloter des chaînes d'approvisionnement complexes, l'usine la plus moderne resterait une coquille vide. Ibrahim Traoré avait parfaitement intégré cette dimension dans sa planification. Un programme national de formation professionnelle accélérée avait été lancé en parallèle des négociations commerciales avec les partenaires chinois. Des centaines de jeunes burkinabés, titulaires de diplômes techniques ou scientifiques mais souvent au chômage faute d'opportunités professionnelles, avaient été recrutés pour suivre des formations intensives. Les meilleurs d'entre eux avaient été envoyés en Chine pour des stages de plusieurs mois dans des usines d'assemblage automobile, où ils découvraient concrètement les réalités de la production industrielle moderne. Ces jeunes revenaient transformés par cette expérience, porteurs non seulement de compétences techniques mais aussi d'une mentalité nouvelle, celle de la rigueur industrielle, de la précision dans l'exécution, de l'amélioration continue des processus. Ils devenaient les évangélisateurs d'une culture du travail industriel encore largement absente dans un pays où l'économie informelle et l'agriculture de subsistance dominaient largement. Les syndicats et organisations professionnelles, initialement méfiants face à ce projet d'industrialisation qu'ils craignaient voir aboutir à l'exploitation d'une main-d'œuvre corvéable à merci selon des modèles que l'on associe parfois aux investissements chinois en Afrique, ont progressivement changé de position après avoir constaté les conditions de travail proposées. Les salaires offerts dans l'usine en construction et dans les centres de formation étaient significativement supérieurs aux moyennes nationales pour des emplois équivalents. Un ouvrier qualifié de l'usine gagnerait environ 2 fois le salaire minimum national, tandis qu'un technicien spécialisé pourrait espérer des revenus comparables à ceux d'un fonctionnaire de catégorie moyenne. Ces rémunérations attractives visaient à attirer les meilleurs talents et à créer une classe de travailleurs industriels fiers de leur statut et investis dans la réussite de l'entreprise. Par ailleurs, des mesures sociales innovantes accompagnaient ces emplois. Couverture santé étendue aux familles des employés, cantines subventionnées sur le site de production, système de transport collectif gratuit entre les quartiers populaires et l'usine, crèche pour les enfants des employés. Cette attention portée aux conditions de vie des travailleurs ne relevait pas d'un philanthropisme désincarné mais d'un calcul rationnel. Des employés bien traités sont plus productifs, plus loyaux, moins enclins à la contestation sociale paralysante. Le calendrier de mise en production de l'usine avait été établi avec un réalisme prudent qui contrastait avec l'optimisme béat caractérisant souvent les projets de développement en Afrique. Plutôt que d'annoncer une mise en service rapide suivie d'inévitables retards embarrassants, les responsables du projet avaient opté pour une communication transparente sur les différentes phases. La construction des bâtiments industriels prendrait environ 12 mois, suivi de 3 mois d'installation des équipements de production importés de Chine, puis de 2 mois de tests et de réglages, avant le démarrage effectif de la production qui interviendrait donc environ 17 mois après le début des travaux. Ce calendrier, jugé conservateur par certains observateurs pressés, avait le mérite d'être tenable et même de prévoir des marges pour absorber les imprévus inévitables dans tout projet industriel complexe. Chaque mois écoulé voyait la publication d'un rapport d'avancement détaillé, accompagné de photographies du chantier, permettant à quiconque de vérifier que les travaux progressaient conformément aux prévisions. Cette communication continue maintenait l'enthousiasme populaire sans créer d'attentes irréalistes susceptibles de se transformer en désillusions si les délais n'étaient pas respectés. La dimension régionale du projet industriel constituait un autre aspect stratégique souvent sous-estimé dans les analyses superficielles. Le Burkina Faso ne représente qu'un marché limité d'environ 20 millions d'habitants avec un pouvoir d'achat moyen relativement faible. Une usine d'assemblage d'autobus ne peut atteindre une rentabilité économique satisfaisante en se limitant à ce seul marché domestique. Ce que nous venons de découvrir ensemble dépasse largement une simple histoire de transport public. C'est la démonstration éclatante qu'un État africain peut reprendre le contrôle de son destin lorsque la volonté politique rencontre la discipline budgétaire. Ibrahim Traoré n'a pas simplement acheté 1000 autobus, il a brisé le mythe de la dépendance inévitable. Il a prouvé que la souveraineté n'est pas un discours creux mais une mécanique concrète qui se construit jour après jour, contrat après contrat, moteur après moteur. Cette révolution silencieuse qui se déroule au Burkina Faso envoie un signal puissant à tout le continent africain. Alors, que pensez-vous de ce projet historique? Croyez-vous que d'autres pays africains peuvent suivre cet exemple? Partagez vos réflexions dans les commentaires.
nous les lisons tous avec attention. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, cela nous aide énormément. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle analyse.